Rebonjour, je m'appelle Mustafa Laboudi, je suis spécialiste DPS. DPS, c'est Data Protection Solution. Je couvre la région nord-ouest africain, inclus le Maroc. Aujourd'hui, je vais présenter la solution DPS selon l'agenda suivant. Donc, dans un premier temps, on va voir ensemble voilà. Donc, on va voir ensemble le résultat du GDPR 2020. GDPR, c'est Global Data Protection Index. Donc, c'est une sorte un survey qu'on fait à nos clients chaque 2 ans pour obtenir quelques indicateurs parlants sur le monde de la protection des données. À la suite, je vais présenter le portfolio composé de 3 briques principales. Le Power Protect DD, le Data Domain, et la suite software pour la sauvegarde, et la solution tout en un, Power Protect DP. Et on va finir par notre solution CRS, la solution contre les ransomware. Donc, le GDPR, généralement, on le fait chaque 2 ans, donc 2018, on l'a fait aussi en 2020. On mandate un cabinet spécial qui s'appelle Vincent Bourne, et dans lequel on interviewait presque 1000 décideurs IT dans 15 pays différents, dans différentes régions dans le monde. Alors, il y a pas mal d'indicateurs résultant de cette interview, de ce survey. Le plus important, c'est 39% de la volumétrie de données. On a remarqué qu'elle a augmenté de 2018 à 2019. Ça veut dire qu'il va falloir faire avec. Donc, sauvegarder cette quantité de données qui ne cesse d'augmenter sans faire pression sur le portefeuille de IT, on va dire, des DSI. Le coût moyen du downtime a été augmenté aussi de 54%. 98% des organisations interviewées ont adopté des nouvelles technologies émergentes. 94% des organisations ont choisi des déploiements des applications dans le cloud. Donc, il va falloir protéger aussi ces applications dans le cloud. Et 71% des organisations interviewées, ils ont remarqué que la complexité augmente avec l'adoption de ces nouvelles technologies émergentes. Et 48% des organisations ont trouvé des difficultés à protéger les nouveaux environnements de containerisation des applications sous forme de conteneurs. Donc, ce sont des indicateurs qui posent un certain nombre de complexités pour gérer son infrastructure de backup. Et c'est l'objectif, en fait, du développement de notre portfolio DPS. Comme j'ai dit, il est composé de 3 briques principales. Le data domain ou le stockage de protection. Donc, c'est une appliance de disque avec une certaine intelligence pour faire sauvegarder plus de données sur moins d'espace disque. Et puis, la partie software qui va orchestrer toutes la panoplie des données à sauvegarder. Et puis, la solution tout en un qui regroupe et le data domain et la solution software. Donc, c'est une solution qui est packagée depuis l'usine pour faire abstraction à toute la complexité de la sauvegarde et donner une solution rapidement installable, facilement déployable pour nos clients. Le portfolio a été développé avec des objectifs. Le premier objectif, c'est une ouverture maximale vers le cloud, pouvoir utiliser ce média-là pour différents objectifs. Le premier objectif, c'est la rétention à long terme des données chez les scalers du cloud. Deuxième objectif, c'est carrément avoir la solution de faire un disaster recovery sur le cloud, pouvoir avoir un site secondaire dans le cloud. En cas où on a un problème sur le data center, on peut carrément switcher vers la production sur le cloud. Objectif numéro 3,
c'est pouvoir sauvegarder les données locales sur le cloud. Objectif numéro 4, sauvegarder les données qui sont nées dans le cloud. Et donc, le portfolio a été aussi développé pour apporter une architecture performante à nos clients, c'est-à-dire avoir des sauvegardes performantes, mais aussi des restaurations performantes, rapides. La couverture maximale, ça veut dire protéger les applications classiques, les applications d'aujourd'hui, mais aussi futures. Donner le choix et la flexibilité à nos clients d'adopter tout ou une partie du portfolio. Et puis, on se positionne en tant que trusted provider. Nous sommes là. La division DPS au sein de Dell Technologies est une division dédiée pour la protection des données, plus de 5000 employés avec des centres de recherche dans le monde pour aider nos clients à faire face aux challenges qui peuvent y avoir chaque jour avec le monde de la sauvegarde et de la protection des données. Alors, le data domain. Nous sommes numéro 1, tout ce qui est appliance PBBA, ça veut dire le data domain en l'occurrence. Nous avons une part de marché de 78,8%, largement devant les principaux concurrents. Ça prouve que notre technologie est une technologie approuvée et qui donne satisfaction dans le marché. Alors, le data domain, il est au centre d'une infrastructure de backup. Vous pouvez sauvegarder dessus vos données, mais vous pouvez aussi archiver vos données jusqu'à 70 ans, et c'est un archivage légal qui est probant devant les instances de justice. À partir du data domain, vous pouvez externaliser nativement vos données vers le cloud de deux manières différentes, soit en long terme rétention pour essayer d'évacuer de l'espace ici, d'espace disque pour les nouvelles sauvegardes, qui est un espace plus ou moins cher, ou bien carrément avoir la disaster recovery sur Amazon, ou bien Azure, ou bien VMware dans Amazon. Et le data domain peut communiquer simultanément les différents protocoles NAS et SAN aujourd'hui, qui sont connus aujourd'hui dans la communication et le transfert des flux de données. Et cerise sur le gâteau aussi, le data domain peut faire du backup, de la restauration et la réplication en même temps que le process de maintenance s'exécute en background. Le process de maintenance est un process très important pour toutes les appliances de disque. C'est un process pendant lequel l'appliance de disque va essayer de récupérer l'espace disque des sauvegardes qui sont déjà échues. Donc, les appliances, la concurrence, quand on rentre dans ce mode-là, vous pouvez ni sauvegarder, ni restaurer, ni répliquer. Data Domain peut faire ces options, ces opérations, même en mode de maintenance. Alors, quelles sont les principales caractéristiques du data domain pour lequel il a eu cette grande part de marché? Principalement, c'est l'efficacité, la fiabilité, sécurité, la flexibilité et l'ouverture au cloud. Bon, l'ouverture au cloud, on en a parlé. La flexibilité, vous pouvez l'interfacer avec pratiquement tous les outils de sauvegarde existants dans le marché. Il peut être en version virtuelle ou en version physique. L'efficacité, on a un taux de déduplication nettement meilleur sur le marché parce qu'on utilise une déduplication en longueur variable. Et donc, on peut atteindre des taux de déduplication qui varient selon, bien sûr, le type de workload à sauvegarder, qui peut varier entre 10 jusqu'à 55. On a vu des taux beaucoup plus importants que ça chez des clients. On utilise un protocole magique. C'est un protocole qui accélère les sauvegardes et qui libère la bande passante. Et on utilise des disques flash dans le data domain pour les métadonnées et pour aussi des fonctionnalités de test de restauration. On appelle Instant Access, je vais en parler plus tard. Mais le plus important, je vais faire le focus sur la fonctionnalité sécurité et fiabilité. Parce qu'une solution de sauvegarde ne vaut rien en elle-même si on n'est pas sûr de restaurer. Et c'est la fonctionnalité qui est assurée par Data Domain.
grâce à l'architecture d'invulnérabilité des données, une donnée qui est sauvegardée sur data domain, forcément, c'est une donnée restaurable. Pourquoi? Parce que il y a un mécanisme de vérification de bout en bout depuis l'arrivée des données à data domain. Donc, il y a le flux qui arrive à la mémoire et le data domain va commencer le process de segmentation des données en longueur variable. Et chaque segment, on va prendre une signature de chaque segment, mais avant de l'écrire, il va essayer, bien sûr, de compresser, dédupliquer, mais aussi, il va calculer un checksum avant de le sauvegarder, avant de l'écrire sur le disque. Et après, il va relire le même segment et réappliquer un autre checksum et va comparer les deux checksums. Si les valeurs sont égales, ça veut dire que la donnée qu'il a écrite n'a pas été altérée. C'est une donnée intègre. Et donc, cette vérification se fait tout le temps sur tous les segments. Et si jamais il trouve un problème sur un segment, il va essayer de chercher dans les snapshots s'il y en a. S'il n'y en a pas, il va déclarer le job défaillant pour avertir l'administrateur de backup. Donc, pour lui, le process de vérification est très important pour donner tout simplement l'assurance à l'administrateur de backup que ces données sont restaurables. Et les disques sont protégés en RAID 6, la mémoire c'est protégée par une batterie, une VRAM, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le portfolio a été mis à jour par 3 nouveaux data domains qui ont apporté de la performance, le DD 6900, 9400, 9900. Particularité, on a ajouté une carte physique pour la compression, pour aider la compression. Du coup, on a gagné jusqu'à 30% d'espace logique. On a ajouté des ports high speed, comme le port 25 Go et 100 Go dans le grand modèle. Et donc, avec ce portfolio, on est capable de répondre à une demande qui commence de 4 Tera jusqu'à 1.25 petabytes disk usable capacity. La partie software, donc jusque-là, on a parti du réceptacle, on a parlé du réceptacle de sauvegarde, qui est le data domain. Maintenant, la partie software qui va orchestrer toute la partie sauvegarde. Aujourd'hui, il est organisé sous forme de suite, Data Protection Suite for VMware et Data Protection Suite DDVI Commercial Bundle. C'est un mélange entre la partie DPS Suite et Data Domain Virtual Edition pour équiper les SDDC, les Software Data Center Software Defined, par une solution complète avec le Data Domain Virtual Edition, mais aussi avec la suite software. Alors, la particularité aussi de ces suites-là, c'est des suites qui sont complètes. Ils contiennent tous les outils de sauvegarde, de monitoring avancé, de recherche rapide, de réplication. Donc, on donne tous les outils à nos clients pour avoir une vue 360 degrés de leur infrastructure de backup. Donc, et le licensing, il est très à la portée, donc soit en capacité, soit en socket. Et donc, la particularité aussi de la suite qui est au milieu, c'est qu'elle est orientée pour les environnements majoritairement virtuels, d'accord, malgré qu'elle s'appelle for VMware, mais il peut sauvegarder aussi Hyper-V, OpenStack aussi. C'est une suite très importante et en termes de coûts, enfin très importante, très intéressante en termes de coûts, fonctionnalités, en comparaison avec la suite DPS, qu'on peut la positionner sur n'importe quel environnement physique virtuel, que n'importe quelle taille. Et bien sûr, avec tous ces modules-là, le plus important pour l'administrateur de backup, c'est d'avoir une seule et unique interface d'administration. C'est une interface HTML5, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est une interface HTML5 conviviale avec un dashboard, avec des indicateurs très parlants. Donc, dès que l'administrateur de backup vient le matin, il peut constater un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans son environnement de backup. Et puis, à partir de cette interface-là, il peut ouvrir par simple SSO, donc single on. Donc, il peut ouvrir les interfaces d'administration avancées des autres modules. La prise en charge des environnements virtuels aujourd'hui, on prend en charge pratiquement la plupart des environnements virtuels connus, donc VMware, Hyper-V, OpenStack, mais aussi Nutanix,
J'avance plus rapidement. Donc, IHV, Nutanix, Red Hat Virtualization, Promox, Xen, KVM et ainsi de suite. Donc, pratiquement tous les environnements connus sur le marché sont pris en charge en mode image avec nos solutions DPS. La plupart des bases de données aussi connues sur le marché donc, peuvent être sauvegardées à chaud par nos produits, Networker, Avamar, mais aussi pour Protect Data Manager. Alors, Power Protect Data Manager, c'est le nouveau outil de sauvegarde qu'on vient de mettre à disposition de nos clients. Sa particularité, depuis qu'il prend en charge bien sûr les environnements classiques connus de virtualisation, les environnements Linux, Windows, les environnements de base de données, il prend en charge aussi la sauvegarde des conteneurs. Très important. Vous savez aujourd'hui que le monde DevOps s'oriente plutôt vers des conceptions des applications qu'on va mettre sous forme de conteneurs. Ça augmente l'agilité des développements et ça permet aussi d'éviter qu'une application tombe en panne, va déranger les autres applications. Donc, on peut mettre plusieurs applications sur plusieurs conteneurs, une seule VM. Donc, avec Power Protect Data Manager, on prend en charge la sauvegarde et la protection de ces containerisations avec de la consistency pour les applications comme SQL aussi. Le portfolio a été récemment aussi updaté par une nouvelle solution de sauvegarde qu'on appelle Data Protection Backup Services, la sauvegarde des workloads locales sur le cloud. Donc, ou bien la sauvegarde des workloads qui sont nés dans le cloud, style MS Office 365, Google Workspace et Salesforce, avec la prise en charge aussi de la sauvegarde des laptops, desktop dans le cloud, même aussi les mobile devices. Donc, avec cette solution, on est capable de sauvegarder les applications nées nativement dans le cloud, dans le cloud aussi, principalement, plus particulièrement sur Amazon. Un petit mot sur la solution tout en un, avant de finaliser avec la partie Cyber Recovery. La solution tout en un, comme j'ai dit, c'est un mélange ou une packaging de data domain avec la solution software DPS. Objectif, c'est donner à nos clients une solution facilement déployable. En moins de 2 heures, vous avez votre solution opérationnelle, quelques adresses IP, quelques licences, et vous pouvez créer votre première stratégie de sauvegarde avec bien sûr toute la facilité de déploiement de la solution et toute la possibilité de scaler, d'évoluer facilement cette solution, parfois sur le modèle entrée de gamme, le DP4400, par simple activation de licence, vous pouvez monter en capacité de disque. Donc voilà, la solution IDP, c'est la simplicité, mais aussi la puissance. La simplicité, plutôt la puissance, c'est la possibilité de tout sauvegarder. Les environnements virtuels, physiques, les bases de données, la plupart des bases de données connues dans le marché, la possibilité d'externaliser nativement aussi dans le cloud depuis cette appliance. Bref, c'est une solution très économique, facilement aussi installable et qui ne va pas prendre beaucoup d'espace dans le data center. Très intégré avec les environnements virtuels puisque nos équipes travaillent en synergie avec les équipes de VMware pour justement apporter la protection de données comme service, comme au modèle self-management, donc avec une très bonne intégration avec vCloud Director ou bien avec vRealize Automation. La sauvegarde peut être orchestrée comme un service lors de la création des VM avec le DP4400.
Donc, on arrive à la partie CRS, qui est la solution contre le ransomware. C'est la dernière ligne de défense que nos clients peuvent avoir contre le ransomware. Ce flux de ransomware qui a vu une recrudescence, bien sûr, avec cette pandémie. Donc, avant, on affichait ici chaque 39 secondes. Aujourd'hui, chaque 11 secondes, il y a une attaque qui se passe dans le monde, une attaque de type ransomware, avec des attaques qui touchent pratiquement toutes les industries, personne n'est à l'abri, et 71% de ces attaques sont financièrement motivées. Donc ça veut dire que c'est un business lucratif, un business juteux, et d'ailleurs, on peut avoir carrément un ransomware as a service dans le dark web. Donc c'est aujourd'hui, on ne peut plus se demander est-ce qu'on est protégé, mais quand est-ce que ça va nous arriver. Donc, le cabinet Accenture, il chiffre à quelque chose comme 13 millions de dollars comme coût moyen d'une attaque. Ce n'est pas uniquement la rançon, c'est la rançon plus le downtime, plus le manque à gagner, plus la réputation, tout ça. Et donc, c'est un business aussi qui va être très lucratif. D'ici 5 ans, ça va être un chiffre d'affaires faramineux, 5,2 trillions de dollars, qu'on estime avec le cabinet Accenture que ce mode de cybercriminalité va pouvoir gagner. Et comme j'ai dit, les motivations principalement financières, mais il y a d'autres motivations. Ça peut être une attaque en interne, mon employé mécontent, ça peut être aussi une société de service à laquelle on fait une confiance et puis on peut être trahi. Ça peut être aussi de l'espionnage entre industries, ça peut être aussi du terrorisme, tout simplement, les guerres. J'espère que les guerres froides. Donc aujourd'hui, on parle uniquement des guerres froides, mais ça peut être, c'est une arme. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé dernièrement avec les ransomware qui ont attaqué, par exemple, Colonial Pipeline, les hôpitaux au niveau de l'Allemagne, en France, personne n'est à l'abri. Donc, toutes les régions sont touchées. Qu'est-ce que disent les institutions de sécurité dans le monde pour se protéger? Tous, sans exception, ils conseillent d'avoir des sauvegardes qui sont complètement isolées. Un air gap entre la production et les données à sauvegarder. Et c'est justement la base de notre solution. C'est justement créer ce coffre-fort isolé pour protéger nos données contre les ransomware. L'initiative Sheltered Airborne, c'est quoi? C'est une alliance des institutions, une trentaine d'institutions financières américaines, qui a pour objectif de maintenir la confiance des utilisateurs dans leur système financier. Donc c'est quelque chose de très très sérieux. Et parmi les directives de cette initiative, c'est d'avoir les données protégées dans un coffre-fort complètement. Et ça se trouve que notre solution a été endossée, a été approuvée, la première et l'unique solution qui a été approuvée par cette initiative. Alors, le premier réflexe qu'on peut avoir, on peut dire que nous sommes protégés contre les ransomware si on a des données sur des bandes. C'est faux. Si on a la sauvegarde, c'est faux. Parce que les malfaiteurs, aujourd'hui, ils prennent leur temps. Une attaque prend des semaines et 2 semaines de préparation. Et parmi les objectifs, c'est de paralyser complètement la sauvegarde du client. C'est-à-dire chercher où est le catalogue de sauvegarde, où sont les médias serveurs pour les détruire. Et si vous avez des bandes sans catalogue, sans médias serveurs, c'est un parcours de combattant pour retrouver les données. Très important aussi de faire la différence entre une solution disaster recovery et une solution cyber recovery.
Une solution de disaster recovery va être mise en place pour apporter des réponses quand, par exemple, quand il y a des catastrophes qui vont toucher une région, pas forcément une autre. Par contre, une solution cyber recovery, quand on est, je veux dire, une solution disaster recovery, on met un site secondaire qui est tout le temps connecté. Si jamais une attaque qui va se passer de type ransomware, il va être rapidement propagé vers le site de disaster recovery. Donc, pour lutter contre ce fléau-là, donc il va falloir imaginer une solution pour ne pas être qui ne doit pas être complètement connecté. Mais on va voir avec la solution cyber recovery, qui est une solution, on va dire, connectée avec un air gap. La connexion entre le data center et la solution et le coffre-fort, c'est une connexion qui est contrôlée. Deuxième différence aussi, c'est la volumétrie de données. Quand on fait une solution disaster recovery, c'est pour protéger toutes les données. Nous avons la solution pour. Vous pouvez répliquer vos données parfois d'une manière synchrone. Par contre, une solution CRS, c'est fait généralement pour sauvegarder les données les plus vitales. Donc ça peut être 10, 15, 20% des données à protéger. Et la différence aussi, c'est par rapport au service level objectif demandé par chaque scénario. Avec le scénario disaster recovery, on peut prétendre à des RPO, RTO proches des zéros. On a les moyens pour avoir ces exigences en termes de réponse et de protection des données. Par contre, avec une solution CRS, on se permet un minimum de perte de données parce qu'on ne va pas faire la réplication des données tout le temps. Et on se permet aussi de prendre le temps nécessaire pour savoir ce qui s'est passé avant de revenir à la production. Donc, on parle plutôt, pour les solutions CRS, on parle plutôt des paramètres DDO, DAO, DCO. DDO, c'est pour dire Destruction Detection, DAO, Destruction Assessment Objective, et DCO, Destruction Clearness Objective. Donc, le temps qu'il faut pour détecter ce qui s'est passé, le temps qu'il faut pour assainir et revenir à la prod, pour éviter que l'on retombe une deuxième fois sur la même problématique. Voilà, donc c'est pour dire ici que les données les plus vitales, c'est l'objectif en fait de la solution CRS, protéger les données les plus vitales qui sont 10, 20, 15% maximum des données. Alors, quelles sont ces données vitales? Les données vitales, parfois, on oublie de protéger d'abord le corps, c'est-à-dire tout ce qui est Active Directory, tout ce qui est DNS, tout ce qui est configuration des switches, configuration des firewalls, configuration des baies de stockage, et ainsi de suite. Si on est un développeur d'applications, le code de développement des applications, en plus des données de production, bien sûr. Et il faut tout ça, il faut documenter tout ça pour savoir revenir en cas d'attaque. Très important. On ne prétend pas qu'on va remplacer la solution de sécurité mise en place, la solution périmétrique mise en place par les organisations. Il faut toujours, même il faut hardener votre solution de sauvegarde, votre solution de sécurité. Donc tout ce qui est gestion de mots de passe, la complexité de mots de passe, tout ce qui est désactivation par exemple des protocoles qui ne sont pas utilisés, utiliser uniquement les protocoles qui sont sécurisés. Mais même avec ça, si jamais les malfaiteurs trompent votre vigilance et arrivent à rentrer quand même à votre réseau, vous avez quand même votre solution CRS, la solution de dernier recours. Alors, de quoi il consiste? Il consiste en la réplication entre les deux data domaines. Un data domaine dans le data center et un data domaine dans le coffre-fort. On va dire un coffre-fort. Et la connexion entre les deux ports de réplication est une connexion qui est contrôlée par un software de management. Selon le schedule qui a été approuvé par le top management pour faire la réplication, une fois la réplication faite, le serveur de management, il va stopper cette connexion
de telle manière à avoir un air gap entre le coffre-fort et le data center. Et après, on va se concentrer avec les données qu'on vient de répliquer. Très important, le fait de répliquer les données et de les isoler n'est pas suffisant, parce qu'il se peut que les données qu'on vient de répliquer sont infectées, qui sont avec un ransomware dormant qui va se réveiller après qu'on on va restaurer les données dans un environnement viable, et avec ça, il peut se réveiller. Donc, l'idée, c'est d'introduire aussi une couche d'analyse très importante aussi après la réplication des données. Donc, donc, voici les process qui régit un petit peu cette protection au CRS. Donc, le premier process, c'est la réplication des données entre les deux data domaines. Après, on va rendre ces données immutables, c'est-à-dire les rendre en lecture seule. Et après, on va lancer un process d'analyse approfondie sur ces données-là pour sortir avec un résultat. Est-ce que c'est des données qui sont saintes ou des données infectées? L'outil d'analyse s'appelle CyberSense de la société Index Design. Alors, l'outil d'analyse est un outil très, très avancé. C'est un outil qui va pas uniquement se fier au contrôle des métadonnées des fichiers ou tout simplement aux extensions des fichiers, mais il va rentrer au plus vif des fichiers pour remarquer s'il y a des comportements anormaux dans les différentes versions de fichiers. Il va en fait constituer son propre index sur ces fichiers-là. Et donc, il va calculer l'entropie sur ces fichiers-là. Et puisqu'il utilise du machine learning, il est capable de détecter s'il y a des suppressions de brusques ou des ajouts brusques ou des comportements tout simplement du modèle des ransomware connus. Il va pouvoir les détecter, il va pouvoir envoyer ensuite un rapport détaillé, l'ensemble des statistiques faites sur ces données-là. Donc, pour résumer, pour bien comprendre en fait le process de protection de données dans le coffre-fort, dans le CRS. Donc, vous avez ici votre data center, vous faites les sauvegardes quotidiennement, normalement, dans votre data center, dans votre data domaine principal. Le serveur de management va donner l'ordre pour ouvrir le port du firewall ici pour pouvoir communiquer les deux data domaines. Donc, les données seront répliquées par la suite. Une fois la réplication est terminée, on va désactiver une deuxième fois le port au niveau du firewall pour isoler complètement le coffre-fort. Donc, l'unique connexion qu'on a avec le data center, c'est celle-là, et on va la désactiver. À ce moment-là, l'outil de CRS, il va se concentrer sur l'analyse des données au niveau du coffre-fort. Donc, on va rendre les données lecture seule, sur laquelle on va pratiquer, on va faire d'analyse. Et après, le serveur CyberSense, il va commencer son analyse sur ces fichiers-là. D'accord? La construction d'index, et ainsi de suite. Donc, plus d'une centaine de statistiques qu'il va opérer sur les différentes versions qu'il va avoir des différents fichiers. Et il va sortir avec un résultat qu'il va envoyer à l'administrateur de backup pour confirmer la conformité ou bien l'état des données. Est-ce que c'est des données gold sur lesquelles on peut compter ou bien c'est des données infectées? Quand il s'agit des données infectées, il va envoyer un rapport. Dans ce rapport-là, il y a toutes les statistiques qui ont été faites. Il y a carrément le vecteur d'attaque. Il va dire que, attention, vous avez été
victime d'une attaque de type cryptage fort avec changement des extensions. Il va pouvoir carrément donner l'identité de l'utilisateur à partir duquel l'attaque a été faite, les serveurs qui sont infectés. Donc, pas mal de données qui vont permettre à l'administrateur de backup de prendre les dispositions nécessaires pour revenir à la prod sans pour autant être victime une autre fois de la même problématique. Voilà, donc un coffre-fort, ça peut être un petit rack quelque part ici, dans le data center ou bien dans un site éloigné. Le plus important, la seule et unique connexion avec le data center, c'est la connexion entre les deux data domaines, les ports de réplication des data domaines, qui est une connexion contrôlée par le software de management. Alors après, si on veut faire communiquer le coffre-fort avec l'extérieur, on peut mettre par exemple des équipements de type data diode qui n'autorisent le flux que dans un seul sens. En l'occurrence, depuis le coffre-fort avec l'extérieur et non pas l'inverse, pour maintenir l'immunité de nos données au sein du coffre-fort. Voilà, j'ai terminé. S'il y a des questions, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. J'ai dépassé 5 minutes. Bon, c'est pas de questions, merci. Je donne la parole à notre ami.